La Commission européenne, on l'a dit, est le maître d'œuvre du Green Deal, le grand plan qui doit faire de notre continent la première vaste région du monde neutre en carbone. L'échéance est 2050. Le commissaire néerlandais Frans Timmermans était le pilote de cette opération ambitieuse. Il a quitté les sphères européennes pour se rabattre sur la politique des Pays-Bas. Et cette attribution de gardien du Green Deal, on y a fait allusion, elle a été confiée au commissaire slovaque Maroš Šefčovič. Cet abandon de poste risque-t-il d'affaiblir la démarche ? On remarque au passage que le nouveau commissaire néerlandais Wopke Hoekstra a notamment fait carrière chez un grand pétrolier, ce qui fait un peu tâche dans le débat environnemental, mais les braconniers font les meilleurs gardes-chasse après tout, n'est-ce pas ? Et la Commission reste en principe un cénacle où règne la collégialité. Notre plaisir est donc grand d'accueillir un de ses membres, Nicolas Schmit, le commissaire luxembourgeois issu comme Marc Engel du Parti ouvrier socialiste luxembourgeois. Monsieur le commissaire, bienvenue parmi nous. Vous pouvez prendre place. Vos attributions à la Commission se concentrent sur l'emploi et les droits sociaux. Et cela tombe bien, puisqu'on le dit depuis le début de ces 26e rencontres européennes, le Green Deal ne peut fonctionner que s'il ne laisse personne derrière, s'il n'accroît pas les inégalités. Préserver la cohésion sociale en étant les champions de la lutte contre le réchauffement, voilà un vaste défi, vous en conviendrez. Transition juste ou pas de transition, c'est à vous, monsieur le commissaire. Merci, bon après-midi, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors j'ai écouté attentivement les intervenants et il y a beaucoup de choses effectivement que j'aurais voulu dire et qu'ils ont déjà dit. Cette commission, comme vous l'avez dit, s'est engagée dans un énorme projet qui est le Green Deal dès le départ, dès le début. Évidemment, c'est un projet de transformation profonde de nos sociétés. C'est un projet de transformation de notre mode de vie. Et il faut dire aux gens la vérité d'abord, que le Green Deal, ce n'est pas une transition douce, parce qu'effectivement, quand nous discutons des différents impacts sur l'industrie, sur l'agriculture, sur l'énergie en général, bien, on voit que la dimension est énorme. Et le grand problème, c'est qu'on ne peut pas aborder une transformation énorme avec les recettes d'hier. Donc, je me fais mien un peu ce qu'a dit un des spécialistes français du changement climatique, qui est Jean Jouzel, qui a dit la transition climatique ne peut pas être abordée avec les logiques du siècle dernier. Alors évidemment, parler de telle transformation n'inspire pas toujours confiance. Et nous savons tous que la majorité des hommes et des femmes, la majorité des citoyens ont peur de changements et ont encore davantage peur des changements importants, voire gigantesques. Et donc, ce qui importe aujourd'hui, c'est à la fois avoir un discours très concret, et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui se faisait, et j'espère qu'il sera continué au Luxembourg, avec un certain nombre d'initiatives importantes qui changent, qui transforment, mais qui, en même temps, ne doivent laisser personne au bord du chemin. Et comme la politique, et je crois que vous avez commenté les résultats électoraux, c'est d'abord une question de perception. Vous savez, la vérité, c'est une chose, la réalité, c'est une chose, et la perception, elle guide les choix politiques. Et alors, on a demandé aux Européens comment ils voient le Green Deal. Et s'ils voient ce Green Deal comme une opération qui ne laisse personne au bord du chemin. Et les résultats sont, du moins, comment dire, laissent un peu de doute.
Parce que les Européens ont répondu à peu près à 50%. L'Europe ne fait pas assez pour faire du Green Deal une opération de justice. Et en même temps, les Européens pensent que le Green Deal doit être une opération de justice. Et je crois que c'est cela qui est fondamental, parce que nous parlons maintenant de la crise climatique. Hélas, nous pensions, quand nous avons lancé à la Commission ce grand projet du Green Deal, que c'était effectivement le projet ou la crise qu'il fallait traiter. Et d'abord, on ne pouvait pas savoir qu'il y avait derrière une autre crise qui se préparait, qui était la pandémie. Et on a peut-être négligé une autre crise qui couve depuis des années et qui a été extrêmement aggravée pendant la crise économique et financière, qui est la crise sociale, qui est la crise des inégalités. L'Europe a à peu près 90 millions de gens qui sont en risque de pauvreté. Elle connaît à peu près 20 millions d'enfants qui sont dans une situation de risque de pauvreté. Alors ça, c'est l'Europe. Ça, c'est la situation des inégalités en Europe. Tendance légèrement croissante sur les dernières années. Alors, il faut effectivement ne pas regarder uniquement la situation européenne, puisque cette crise sociale, cette crise des inégalités, c'est une crise globale. C'est une crise globale qui fait que, effectivement, des millions d'Africains sont dans le dénuement total. Et on a posé maintenant la question des réfugiés climatiques. Le climat et la pauvreté, ça va ensemble. Ça se nourrit mutuellement. La faim nourrit aussi la crise climatique, nourrit effectivement aussi la crise migratoire. Donc l'Europe fait face aussi à cette crise de la pauvreté globale, des inégalités globales, et aborder le Green Deal, aborder les solutions pour résoudre ces dérèglements climatiques qui ne se passent pas qu'en Europe, mais qui se passent aujourd'hui aussi en Europe, comme cet été l'a bien montré, et l'exemple a été flagrant qui a été cité par Marc. Ces crises climatiques sont catastrophiques dans la partie sud, dans l'hémisphère sud de notre globe. Et donc, il est clair que quand on parle de transformation, de combat contre la crise climatique, il faut parler de lutte contre les inégalités, contre l'injustice sociale, en Europe et à l'échelle globale. Alors, il ne suffit pas uniquement d'en parler. Il s'agit en fait d'intégrer dans nos mesures de lutte contre la crise climatique un certain nombre de mesures, de politiques claires qui montrent que, effectivement, cette crise climatique, ou finalement la solution de la crise climatique, qui est une urgence absolue. Alors quand je lis ce que ce même expert nous dit, il nous dit nous n'avons plus de temps. Parce que au rythme actuel, si on n'arrive pas à renverser fondamentalement les émissions, il nous reste 5, peut-être maximum 10 ans. Et le risque, avec cette accélération que je n'ose pas appeler exponentielle, nous arrivons à un point de non-retour, et un point de non-retour, ça signifie des catastrophes encore beaucoup plus amples, avec un dérèglement du fonctionnement de notre planète, avec des catastrophes aux conséquences inestimables. Donc nous sommes dans une situation d'urgence. Donc il faut agir maintenant, et il faut agir de façon massive. Mais en ayant à l'esprit, effectivement, que tout cela
a des impacts. Tout cela ne passe pas comme ça à côté, et puis un beau jour, on se lève et on a tous une voiture électrique, et puis on a tous des maisons qui sont à émissions faibles ou voire zéro. Tout cela ne se fait pas automatiquement. Et il est clair que la solution, ou la crise climatique, elle est aussi porteuse d'injustice sociale. Ce qui veut dire que les personnes aux revenus faibles, aux revenus plus modestes, et je ne parle pas que des plus vulnérables, je parle de ceux qui ont aussi les revenus moyens, souffrent plus des solutions, à la fois de la crise climatique, qu'éventuellement aussi des solutions qu'on apporte à cette crise climatique. Donc, il y a un risque que les divisions, les fractures, comme disait l'autre, les fractures sociales augmentent davantage avec la crise climatique. Et les conséquences sont connues. Elles ont été bien décrites par Marc et aussi par notre ami Thomas. La réaction n'est pas celle qu'on veut, parce que les gens ils ne disent pas, oui, finalement, il faut maintenant se restreindre, c'est la sobriété, comme l'appelle Macron, et moi j'accepte la sobriété. Oui, la sobriété est acceptée le plus facilement par ceux qui sont finalement dans un état de relative richesse. Comment est-ce que vous allez prêcher la sobriété à ceux qui finalement ne savent pas comment boucler aujourd'hui et hier leur fin de mois? Et ça, c'est un peu, les Gilets jaunes, c'était une illustration de ce discours qui n'envisage pas suffisamment l'impact de la crise, mais aussi de certaines solutions de la crise, si elles ne sont pas accompagnées par des politiques adaptées, des politiques sociales, des politiques de justice sociale, des politiques de répartition. Il y a un rapport qui a été publié en France, il y en a même deux, mais je commence par le premier, qui est le rapport de Jean Pisani, qui est un économiste très modéré, ce n'est pas un révolutionnaire, qui a d'ailleurs écrit le premier plan économique de Macron, mais qui maintenant a pris toutes ses distances. Et il a fait un rapport d'abord pour montrer l'impact en France des solutions à la crise climatique en matière de social, mais aussi surtout en matière de financement. Et je cite très brièvement, parce que ce qu'il a écrit, je crois, situe très bien la problématique. Et il dit dans ce rapport, comment faire en sorte que tous les citoyens, y compris les plus modestes, aient les moyens financiers d'opérer les changements nécessaires à la réduction de leur empreinte carbone. Et donc, c'est une question pour chaque ménage, pour chaque individu, pour savoir, est-ce que je suis capable de gérer, moi, avec mes ressources, avec mes possibilités. Alors, j'ai écouté ce qu'a dit encore ministre, que le Luxembourg a essayé effectivement de porter des solutions importantes, notamment au niveau de la rénovation des logements. Je crois que c'est un point essentiel. J'étais à Barcelone la semaine dernière, avant-hier, j'étais à Vienne la semaine dernière, je voyage beaucoup dans les villes, et le message qui m'est transmis partout, c'est à la fois bien sûr le message, les villes sont confrontées aux problèmes de la crise climatique, mais les villes sont en même temps confrontées à une crise fondamentale du logement. Et donc là aussi, il y a quelque chose qu'il faut lier, qu'il faut relier, c'est à la fois comment est-ce qu'on aborde la crise climatique, étant donné que le logement, que les habitations sont des émetteurs importants de CO2, comment est-ce qu'on trouve des solutions, comment est-ce qu'on aide les gens à affronter ce problème. Et
ce n'est pas une question facile, là, puisque nous avons vu en Allemagne, avec les fameuses propositions en matière de chauffage, comment les gens soudain se sont sentis agressés, et tout ça alimente bien sûr un discours négationniste, si j'ose l'appeler ainsi, sur le changement climatique que Marc a bien décrit. Donc je crois que nous devons maintenant mettre à pied égal notre combat contre la crise climatique et notre engagement pour une politique de plus grande justice sociale. Parce que je crois, et je cite d'ailleurs là plutôt Timmermans, qui a dit la transition sera juste ou elle ne sera pas, ou elle risque de ne pas être. Et on voit déjà maintenant les gens qui finalement font du chou gras politique avec un discours qui prend ses distances par rapport aux différentes solutions, par rapport aux mesures nécessaires pour combattre la crise climatique. Alors, qu'est-ce que l'Europe a proposé ? Bon, d'abord, elle a proposé des objectifs. Et pour une fois, ce ne sont pas des objectifs simplement qu'on peut respecter ou qu'on ne peut pas respecter, puisque les objectifs sont des objectifs contraignants, c'est les 55% de réduction d'émissions de carbone à l'horizon 35, et c'est être neutre à l'horizon 2050. Tout ça, c'est extrêmement court. Et ça montre l'ampleur de la transformation dans laquelle nous sommes engagés. Nous avons donc un peu plus de 10 ans pour réduire de 55%, et nous avons 25 ans ou 26 ans pour arriver à zéro net d'émissions carbone en 2050. Donc ça, ce sont les paramètres. C'est une loi. Et on ne parle en général, on ne parle pas dans le contexte européen de loi, mais là, souvent, on a dit c'est la loi climatique. C'est la loi climatique. Pour lui donner aussi le poids et la signification importante qu'elle a en termes d'objectifs. Alors la Commission, bien sûr, je peux parler d'agriculture, etc., mais je veux donner quelques éléments pour montrer qu'on était conscient de la dimension sociale. Mais je dois y ajouter tout de suite que ça ne suffit pas. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est dans Next Generation EU, puisque Next Generation EU, qui est le grand plan financier qui a été adopté, 750 milliards, on a dit 30% de ces dépenses, de ces investissements, doivent aller au combat contre le changement climatique. Et dans ces 30%, bien sûr, il peut y avoir des mesures sociales aussi, pour effectivement faciliter les transitions. Ça, c'est la première chose. Alors, quand on regarde les plans nationaux, il y a à boire et à manger. Beaucoup d'États ont pris conscience, notamment sur le logement, notamment sur un volet dont je vais encore parler, qui est la formation, que, effectivement, la transition devait avoir un volet social important. Mais 30% de 750 milliards, ça ne résout pas le problème. Ça aide les États à engager des politiques importantes, mais en fait, à l'échelle de l'Europe, on parle de plusieurs milliers d'euros pour effectivement arriver à l'objectif de zéro émission de carbone. Donc, première chose, on veut soutenir l'investissement dans la décarbonation en y intégrant aussi une dimension sociale. La deuxième grande mesure, qui en fait est une assez petite mesure, qui est le fonds de transition juste. C'était une proposition de la Commission pour dire, s'il y a transformation majeure, il faut effectivement aider les régions, puisque nous avons parlé des inégalités dans nos sociétés, nous avons parlé des inégalités à l'échelle globale, et il y a aussi des inégalités à l'échelle, je dirais, régionale ou territoriale en Europe. Il y a des régions qui seront plus affectées
à la fois par le changement climatique que par les solutions qui sont apportées contre le changement climatique. Et donc, on pense la première réflexion qu'on a, c'est effectivement les régions charbonnières. Oui. On n'a plus dans nos horizons ici, on était une région charbonnière, nos voisins, tout ça c'est fini, mais il y a encore des régions charbonnières en Europe assez importantes, et notamment une région charbonnière en Allemagne, mais le pays auquel il faut maintenant rendre hommage pour son choix politique courageux, c'est la Pologne. La Pologne, à peu près, tire 40% de sa consommation énergétique, peut-être même plus, du charbon. Et on a un objectif qui est fermeture des charbonnages à l'horizon 2050, voire avant. Donc comment est-ce qu'on va aider ces régions pour ajuster, pour restructurer son industrie basée en partie sur le charbonnage, pour fermer les charbonnages et en même temps donner aux régions qui ont vécu sur les charbonnages, avec des milliers d'emplois et surtout des centaines de milliers d'emplois indirects, comment est-ce qu'on va leur donner une nouvelle perspective? Et ça, c'est un défi majeur. Donc on a créé ce fonds de transition juste pour financer la restructuration des régions qui sont très liées aux énergies fossiles. J'ai parlé du charbonnage, il y a d'autres régions qui sont aussi liées aux énergies fossiles et donc qu'il faut aider. Et ça, je pense que c'est un point central. C'est d'abord un point central pour l'emploi en Europe, et c'est deuxièmement un point important pour la cohésion territoriale en Europe. On a une expérience, je dirais, assez désastreuse des restructurations territoriales ou industrielles concentrées dans certains territoires avec notamment la sidérurgie, avec déjà les charbonnages, avec le textile. Ce sont des régions en Europe qui même aujourd'hui encore, en partie, ne se sont pas redressées. Nous avons une région voisine qui maintenant a fait de nouveaux choix importants, industriels, etc., mais qui souffre encore des conséquences industrielles, notamment la fermeture des charbonnages et aussi des sidérurgies. Donc il ne faut pas refaire la même erreur pour ne pas diviser l'Europe encore davantage. Et donc ça, c'est ce fonds, un peu trop modeste, comblé bien sûr avec d'autres fonds, mais ça, c'est un point central de justice européenne, de solidarité européenne. Comment est-ce qu'on ne laisse aucune région européenne derrière et sur le bord du chemin? Le deuxième instrument qu'on a créé, c'est le Fonds social pour le climat. Alors, la ministre Thomas sait bien, on a eu une discussion assez mouvementée sur l'élargissement du système d'émissions du trading ETS européen, qu'on a élargi au transport et aux habitations. Quand on dit élargir le système ETS aux habitations, ça veut dire en fait pénaliser les habitations qui sont émettrices de carbone. Et ça veut dire que les vieux logements, souvent occupés par les gens les plus modestes, dans les régions les plus pauvres d'Europe, ces régions-là, ce sont ces personnes-là qui seraient le plus impactées négativement, puisque ce seront eux qui payeront la note supplémentaire. Et donc ce fonds que le Parlement européen a un peu augmenté, qui est maintenant de 86 milliards, vise précisément à aider à la fois les personnes à travers des subventions de revenus. En quelque sorte, on a un retour. Ce que je paye en plus, on me le rembourse après. Il y a d'autres pays qui ont pratiqué ça, comme par exemple le Canada, avec leur système d'ETS, où on rembourse notamment, selon des critères sociaux, éventuellement, ce que les gens payent en plus. Mais là aussi, je dois dire, c'est une très bonne initiative. C'est une initiative qui vise aussi à
soutenir les investissements, notamment dans la rénovation des logements, mais 86 milliards, ça ne va pas nous résoudre le problème social ou la dimension de l'impact social sur les ménages, à la fois dans les territoires, mais un peu partout. Donc voilà deux grandes mesures sociales que l'Europe a lancées. Sur l'emploi, je finirai. Je suis d'accord que le changement climatique, il faut arrêter d'avoir un discours catastrophiste. Et d'ailleurs, le nouveau président du GIEC, qui est un Écossais, qui était responsable du plan climatique en Écosse, dit « Arrêtons avec le discours catastrophiste. Essayons de mettre l'accent sur un discours plus positif, plus axé sur les opportunités. » Et en effet, je crois qu'il y a des opportunités considérables sur la création d'emplois, sur le lien entre lutter contre le changement climatique d'un côté et la digitalisation dans un sens positif, parce que je crois que les deux peuvent aller de pair, sachant, ce serait peut-être le sujet de l'année prochaine, de parler d'intelligence artificielle qui soulève tout un tas d'autres questions, mais je crois qu'il y a là une convergence qu'il faut mieux exploiter. Donc, le monde du travail, le monde de l'emploi, notre grand projet maintenant qui se greffe sur le projet Green Deal, c'est l'investissement dans le social, mais surtout l'investissement dans les compétences. Parce que là aussi, quand vous parlez par exemple de la rénovation des bâtiments, le plus grand problème, il y en a peut-être deux, c'est l'inflation d'un côté, puisque l'inflation ne rend pas les politiques en matière de Green Deal plus faciles. Donc Poutine, ni le Covid, ni Poutine ne nous facilitent la tâche, parce que l'inflation a ses sources dans les deux crises. L'emploi, c'est d'abord un enjeu fondamental pour reconvertir des millions de travailleurs. Pensez à la voiture, on va passer maintenant, là aussi en 10 ans, d'une technique basée sur la combustion, sur le moteur à combustion, à une autre technique qui est le moteur électrique, qui est tout à fait différent. Il faut X milliers de pièces en moins pour une voiture électrique que pour une voiture à combustion. Il faut lancer la fabrication de batteries, parce que l'industrie automobile européenne avait oublié qu'une voiture électrique marchait avec des batteries. Donc, ils ont négligé la fabrication de batteries. Maintenant, on essaye un peu de rattraper le retard. Mais tout cela, c'est un enjeu d'investissement dans les compétences. Et donc, gérer les transitions aussi sur le marché du travail en investissant dans les compétences des travailleurs. Voilà, je crois que je m'arrête là parce que l'histoire est longue et ça montre simplement que sans social, sans, à mon avis, une nouvelle forme de contrat social dans nos sociétés qui met fin à la folie néolibérale, qui n'a qu'un seul regard, qui est le cours des bourses, qui fait monter le cours des bourses. Et d'ailleurs, les sociétés pétrolières sont en première ligne pour racheter leurs propres actions, pour faire monter leur cours de bourse. On n'arrivera pas ni à réussir le changement que les dérèglements climatiques exigent, ni avoir une société qui tient ensemble, ni peut-être même à préserver nos démocraties. Merci. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Restez un instant à la tribune, peut-être, monsieur Schmitt. Nicolas Schmitt est parti, ce sera peut-être l'occasion de reprendre avec lui lors de la table ronde, ou alors vous pouvez peut-être répondre à l'une ou l'autre question. Quelle est votre principale raison d'afficher de l'optimisme aujourd'hui ? Je suis en quête d'optimisme. Vous savez, d'abord, concrète. Moi, je vous dis simplement, le pessimisme n'est jamais une solution. Moi, je suis gramscien. Et Gramsci parle de l'optimisme de la volonté.
Parce que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est une vraie volonté politique de faire changer les choses, mais aussi la volonté politique d'expliquer et d'écouter. Ça, c'est ce qui me rend finalement encore optimiste, parce qu'être pessimiste, c'est finalement ne pas résoudre le dérèglement climatique, ce qui veut dire que la planète va vers sa perte. C'est le risque pour nos démocraties, qui sont effectivement en situation de risque. Donc je crois qu'il faut de l'optimisme, de la volonté. Merci. Une question rapide et puis nous passerons à la pause café. On va passer à la pause café puis on recommencera, Voilà. on continuera OK. avec la table ronde finale. On se retrouve ici dans un bon quart d'heure.